Bonjour à tous. Grâce au Théâtre Forum que nous expérimenterons en présentiel, nous allons chercher à comprendre ce qui se joue avec nos émotions dans le milieu professionnel. Je vous propose, à travers ce petit support, de clarifier cette notion en nous demandant en quoi les émotions, nous parasitant parfois dans l'exercice de notre métier, peuvent également être des atouts professionnels. Les émotions ont pris une importance énorme dans notre vie. Je vais vous donner juste un exemple qui va vous paraître un peu incongru. Le coup de tête de Zidane contre Materazzi lors de la finale du mondial de football 2006. Coup de tête qui va entraîner son expulsion de la rencontre. Nous pouvons tirer deux enseignements de cette anecdote. Tout d'abord, un enseignement sur le plan individuel. En d'autres circonstances, Zidane n'aurait pas réagi ainsi. Mais il y avait l'ambiance délétère dans l'équipe de France, avec un management de Domenech quelque peu déficient, des tensions entre les jeunes joueurs et les plus anciens. Zidane, de plus, avait une responsabilité aux yeux des Français, il avait un statut de sauveur. Si on ajoute à cela les provocations de Materazzi pendant la rencontre, tous ces éléments déclenchent en lui un signal de panique. Du coup, des hormones de stress vont se libérer dans le sang et le pousser à agir violemment. On peut aussi tirer un enseignement sur le plan collectif. Cette émotion individuelle va entraîner une émotion collective. Tout d'abord des excuses publiques qui sont faites par Zidane, le président Chirac qui intervient pour pardonner aux joueurs, de nombreux commentaires qui vont être faits dans une ambiance évidemment de défaite. Tout cela nous amène à une première série de conclusions. Tout d'abord, les émotions se sont mondialisées. À titre d'exemple, les attentats en 2001 aux États-Unis, le tsunami en Asie du Sud-Est en 2004 et au Japon en 2011, la crise boursière en 2008, la mort de Michael Jackson. Tout ça nous montre effectivement des émotions mondialisées et en même temps, deuxième point, des émotions qui sont valorisées. Par exemple, à la télévision, on nous promet toujours de grands moments d'émotion, jamais de grands moments de réflexion. Et puis des choses étranges, des gagnants à un jeu se mettent à pleurer, ceux qui perdent se mettent à applaudir, ou alors des sportifs qui, lorsqu'ils marquent un but, courent pendant 3/4 d'heure sur le terrain, ou un joueur de tennis qui remporte un tournoi se roule dans la terre battue. Enfin, dernière chose, l'émotion devient une addiction. Il s'agit de trouver des excitations de plus en plus fortes, d'où évidemment le sexe, la violence, la mort, et comme relais bien sûr les réseaux sociaux qui deviennent un défouloir compulsif. Interrogeons-nous sur les raisons de ce phénomène. En premier lieu, autrefois les émotions ont été niées. L'émotion était un péché pour les religions, une faute morale pour les philosophes. En quelque sorte, le retour des émotions, c'est le retour du refoulé. Notre rythme de vie s'est accéléré. Ce rythme n'est plus en lien avec les cycles de la nature. Donc du coup, ça déclenche beaucoup plus d'émotions. Enfin, les émotions sont un excellent outil de marketing. Bien sûr, on pense à la publicité, mais songeons aussi à la politique ou à l'importance des médias dit people. Paradoxalement, ces émotions qui sont valorisées sont individuellement devenues illisibles. Selon Daniel Goleman, nous sommes des analphabètes émotionnels. Nous ne savons pas déchiffrer les messages que nous nous envoyons à nous-mêmes. Pourquoi ? Tout d'abord en raison d'injonctions conscientes et inconscientes. Des exemples, sois fort, dépêche-toi, ne fais pas de vagues, ne pose pas de questions idiotes, arrête de parler, tu verras quand tu seras grand. Mais aussi en raison de notre absence d'observation de nous-mêmes et de l'éloignement de notre nature, comme je le disais précédemment, c'est-à-dire qu'au lieu d'accepter des signaux somatiques, on fuit dans l'allopathie pour atténuer le symptôme. C'est pourquoi Serge Tisseron nous dit qu'il faut se méfier de nos émotions car elles nous mentent, comme on va le voir dans la deuxième partie. Qu'est-ce qu'une émotion ? C'est un processus physiologique qui s'enclenche à partir d'une information qui bouleverse nos savoirs, nos savoir-faire et savoir-être. Étymologiquement, émotion vient de motio, c'est-à-dire mouvement. Nous sommes émus
quand nous sommes mus par un événement qui nous fait brusquement changer de ressenti. Le préfixe « et » ne doit pas nous faire oublier que les émotions servent à nous faire agir. Un critère pour déterminer une émotion, la durée. Une émotion est un choc, un changement d'état rapide, alors qu'un sentiment, une humeur ou une pensée s'étendent dans le temps. Il faut savoir que chacun ressent des émotions, évidemment. Si nous pouvons les cacher, les refouler, tenter même de les dominer, on ne peut pas les empêcher de surgir. Néanmoins, n'oublions pas qu'une émotion n'est pas spontanée. Pour construire sa vie émotionnelle, l'enfant intériorise les émotions de son entourage. Ces émotions sont donc fonction de notre personnalité, notre éducation et bien entendu la culture dans laquelle nous évoluons. Une émotion peut être un masque, elle peut en cacher une autre. À titre d'exemple, l'émotion élastique, on tire dessus, ça fait de nouveau mal. C'est-à-dire que ça renvoie au passé et non pas au présent. On a aussi l'émotion avec le style carte de fidélité. J'accumule toutes sortes d'émotions, à la fin, je pète les plombs. On a encore une autre chose, c'est le racket émotionnel. On exagère l'expression d'une émotion pour manipuler son entourage. Donc, une émotion ressentie en soi ou perçue chez les autres doit être décodée. Je terminerai par une chose qui me paraît importante. Je m'oppose radicalement à la notion d'émotion positive ou négative. Tous les auteurs que j'ai lus, et dont vous trouverez les références à la fin de ce petit film, parlent d'émotions positives ou négatives. Or, c'est un jugement de valeur, et ce jugement de valeur me paraît inutile, parce qu'une émotion c'est ontologique. L'émotion est absolument nécessaire selon les neurosciences. Elle est nécessaire à la prise en compte et à l'adaptation de notre environnement. Personne n'est vraiment d'accord sur la liste des émotions, de 4 à 16 émotions selon les auteurs. Pourtant, il y en a 4 qu'on appelle les émotions innées: joie, tristesse, colère et peur. Celles-ci sont essentielles pour commencer à nous comprendre et comprendre les autres. La joie est étrangement l'émotion la plus taboue. C'est un péché d'être bien. Quelqu'un de joyeux n'est-il pas hystérique? Mais on peut se demander, y a-t-il du mal à se faire du bien? La tristesse est l'émotion la plus dévalorisée, associée à la dépression. Or, la tristesse est une adaptation à un changement qui entraîne la personne à trier dans ses souvenirs. La colère est l'émotion la plus crainte, car elle est associée à la violence, à l'agressivité, au mal. Elle est pourtant nécessaire puisqu'elle permet de défendre son territoire, sa personnalité. La peur est l'émotion la plus moquée. Pauvre petite chochotte, entend-on dès l'enfance. Néanmoins, la peur est un instinct de survie. Face à plus fort que soi, il reste la fuite. Il existe d'autres émotions listées par les différents auteurs qu'on peut trouver chez les animaux, mais qui sont le produit d'apprentissage et de culture. Ce sont les émotions acquises. Par exemple, la honte, la culpabilité, le dégoût, l'envie, la jalousie, le mépris, la pitié, la frustration, la surprise, la nostalgie, l'excitation et j'en passe. Je vous propose de nous concentrer que sur celles qui peuvent nous servir en tant qu'éducateurs. La socialisation passe par 2 émotions, la honte et la culpabilité. Un enfant qui n'a pas de limite est un enfant qui n'a pas honte de ce qu'il fait, ne ressent aucune culpabilité lorsqu'il a fait mal à quelqu'un. Il est dans la transgression. Rappelons à l'extrême que c'est la définition du pervers, qui n'est pas forcément narcissique, et du psychopathe. Ensuite, la frustration. Tout acte éducatif entraîne une frustration, puisque la personne frustrée ne peut accéder à son désir. Accepter la frustration est un moyen de grandir, puisqu'on sait qu'on peut accéder à un plaisir plus grand en se fixant des objectifs à plus ou moins long terme. Mais il y a un problème de méthode. Qu'est-ce que l'inné? Qu'est-ce que l'acquis? Howard Gardner explique très clairement cela. Je cite.
Comme la plupart des chercheurs en biologie, je rejette l'opposition entre ces deux termes. En effet, tout comportement humain est gouverné par la génétique, mais d'un autre côté, rien ne peut être accompli sans un environnement favorable, lequel exerce d'ailleurs son influence non à la naissance, mais dès la conception. On doit se souvenir que l'école, donc justement, peut être un environnement favorable, mais aussi défavorable. Et enfin, il s'agit de penser que nous n'en sommes qu'aux prémices de la compréhension des émotions. Ce dernier point ne doit pas nous faire renoncer à essayer de développer notre intelligence émotionnelle, notion que je vais chercher à définir dans cette troisième partie. En premier lieu, il y a avec ce mot intelligence un contresens qui est fait. Quand on dit intelligence, souvent on pense intellection. Mais si on veut définir l'intelligence, on dira que c'est la faculté de connaître et de comprendre son environnement pour s'adapter à de nouvelles situations et agir dans un but déterminé. Du coup, on devrait plutôt parler d'intelligence au pluriel, qui tourne autour de l'idée de compétence. Une compétence est un ensemble de savoirs qui s'exerce dans une situation donnée, donc un processus dynamique qui met en interaction savoir, savoir-faire et savoir-être. D'où l'émergence du concept d'intelligence émotionnelle et de celui de compétence émotionnelle. Si on reprend les propositions de Gardner, on peut voir que celles-ci peuvent se glisser dans plusieurs intelligences. Je fais référence à son livre « Les intelligences multiples ». Néanmoins, si on cherche à définir l'intelligence émotionnelle, à laquelle Gardner s'oppose d'ailleurs, on dira donc que l'intelligence émotionnelle est la faculté de comprendre son environnement, de s'y adapter et d'agir grâce à la conscience de ses propres émotions et de celles des autres. Mettre en action ses compétences émotionnelles, c'est savoir que les émotions sont des signaux pour comprendre une situation, s'engager dans une action en investissant tous les aspects de sa personne et des partenaires, avoir confiance en soi et faire preuve d'empathie ou de sympathie envers les autres, de comprendre que la nécessaire exigence de perfection ne doit pas faire oublier de faire preuve de souplesse. Ce sont donc des aptitudes personnelles et sociales qui apportent de la valeur ajoutée aux efforts d'une personne dans son travail. Dans notre métier d'éducateur, 4 choses me paraissent justifier de se servir justement de notre intelligence émotionnelle. Tout d'abord, être conscient de nos sensations et de nos émotions permet la resynchronisation du corps et de l'esprit et celle des 2 hémisphères du cerveau. Si le corps ne va pas aussi vite que l'esprit ou l'inverse, le néocortex s'adapte, il ralentit ou il accélère ou l'un ou l'autre, d'où l'importance de faire des exercices physiques comme la relaxation par exemple. Ensuite, être présent à soi permet d'identifier puis de nommer les émotions, ce qui lève la tension intérieure générée par l'absence de dialogue entre la trace émotionnelle, mes muscles tendus, mon souffle court, et sa représentation, par exemple je suis en colère. Si je ne peux pas me dire que je suis en colère, alors je ne peux pas non plus la décharger, car tout se déroule comme si je devenais étranger à moi-même, ce qui se passe dans mon corps. Or, rien n'est pire que d'ignorer la cause de son angoisse. Donc, la levée des tensions est source de mieux-être, parce qu'elle procure une impression de maîtrise ou de moins de compréhension. Sans ancrage dans le moment présent, le ressenti de l'instant, il est impossible d'activer le processus pour nous approprier un événement, c'est-à-dire cesser d'en être la victime. Troisième point, mes émotions transforment les émotions des autres. Nous interagissons. Je donne des exemples, le professeur qui calme sa classe agitée parce qu'il est calme, ou alors par son dynamisme, dynamise une classe assoupie. Elle nous permet donc de faire notre travail, c'est-à-dire d'aller à contre-courant d'une société de plus en plus tolérante et permissive sur le plan intellectuel, d'après Roland Viau, et j'ajouterais sur le plan comportemental. En dernier point, je dirais que l'intelligence émotionnelle est aussi un outil du managerat. Aptitude à apprendre sur le terrain, écoute et communication,
adaptabilité, confiance en soi et dans l'équipe, travail en équipe et sens de la négociation, empathie ou sympathie, volonté de progresser et de faire réussir l'entreprise ainsi que ses salariés, critique des échecs, fierté des réussites, c'est la lucidité, et enfin la prise de recul. Voilà la question à laquelle nous allons essayer de répondre à travers le Théâtre Forum. Il me reste à vous laisser lire la bibliographie pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Je vous retrouverai avec plaisir lors de notre présentiel. N'oubliez pas de venir en tenue souple. Je vous remercie.